Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après 10 mois d'audience, le procès des attentats du 13 novembre est terminé. La cour d'assises spéciale a rendu son verdict le mercredi 29 juin au palais de justice de Paris sur l'île de la Cité. Tous les accusés sont déclarés coupables. Salah Abdeslam, le seul survivant du commando terroriste, est condamné à la plus lourde peine prévue par le droit français, la prison à vie. Depuis le début dans Code Source, on vous fait vivre cette audience historique avec les voix des journalistes du service police-justice du Parisien qui la couvrent. Pascal Aigret et Timothée Boutry viennent aujourd'hui nous raconter les temps forts de ces 2 derniers mois de procès. Pascal Aigret, Timothée Boutry, respectivement à titre personnel, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la fin de ce procès ? À titre personnel, c'est la fin d'une séquence professionnelle d'1 an, puisque on a commencé à préparer ce procès en juin 2021. Ensuite, il a démarré le 8 septembre et on y est allé en relais ou ensemble pour les moments clés, quasi sans discontinuer, peut-être à l'exception d'une dizaine de jours d'audience. Donc c'est un investissement professionnel d'abord, personnel ensuite, très important. Ça a été passionnant, un peu comme un marathon. Il y a eu des moments où on cherchait à reprendre notre souffle. Et après, il va falloir revenir à une diversité de sujets, à d'autres procès, ce qu'on fera aussi avec plaisir, mais ça donne un peu le vertige. C'était déjà professionnellement une expérience unique, il n'y a jamais eu de procès aussi long. Nous aussi, on a été marqués évidemment par toutes les dépositions des parties civiles. Elles ont ému la cour, le public, et évidemment les journalistes que nous sommes aussi, même si nous sommes des professionnels. Donc nous aussi, on repart avec leurs mots. Et il y a eu ce sentiment de communauté qui s'est créé, à laquelle nous aussi, on faisait partie, parce qu'on voyait les mêmes personnes, sur les mêmes bancs, le même café le soir parfois. Forcément, on restera, je pense, marqué à jamais par cette expérience. On va revenir avec vous deux sur les dernières semaines de ce procès historique. On a choisi de commencer cet épisode au mardi 3 mai. Ce jour-là, l'ancien juge d'instruction, Marc Trévidic, est interrogé à l'audience en tant que témoin. Pascal Aigret, c'était un magistrat de premier plan dans la lutte contre le terrorisme jusqu'en 2015. Oui, c'est une matière, l'antiterrorisme, dont il s'est occupé pendant 13 ans, d'abord au parquet au début des années 2000 et ensuite comme juge d'instruction de 2006 à 2015, avant d'être muté à Lille, en fait, finalement, juste avant les attentats du 13 novembre. Ce qu'il constate, c'est qu'il a connu une époque où il y avait énormément de succès. Les services de renseignement étaient à la hauteur. Mais qu'à partir des années 2012, avec l'affaire Mera, les services sont débordés. Les moyens judiciaires ou les moyens policiers ne sont plus à la hauteur de la menace. Et il va dire, comme il n'y a pas eu d'attentat depuis 1996, on a commis l'erreur de se sentir invulnérable. Marc Trévidic raconte qu'il avait auditionné en 2012 l'un des futurs membres du commando terroriste. Marc Trévidic a eu dans son bureau l'un des assaillants du Bataclan, Sami Amimour. À l'époque, il explique qu'il avait mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, mais placé sous contrôle judiciaire. Et il se trouve que Sami Amimour est parti en Syrie pas très longtemps après. Marc Trévidic parle de ça, il le sait, devant une salle où il y a beaucoup de rescapés ou d'endeuillés du Bataclan, et il reconnaît à ce moment-là qu'il a fait une erreur. Dans les jours qui suivent, plusieurs victimes qui n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer jusqu'ici à l'audience viennent raconter ce qu'elles ont enduré le soir des attentats. Et le mardi 17 mai, 2 membres des Eagles of Death Metal, Jesse Hughes et Eden Galindo, témoignent devant la cour. Ils racontent, Pascal Aigret, que le groupe était en train de donner l'un de ses meilleurs concerts ce soir-là au Bataclan. Eden Galindo, qui est un des musiciens du groupe, était un peu en backstage et il dit mais tout le monde dansait, il y avait une atmosphère incroyable et que c'est dans cette ambiance-là qu'ils ont entendu les bruits d'une fusillade. Il a cru que le système de son explosait. Jesse Hughes glisse que comme il a grandi dans une communauté désertique en Californie, il a tout de suite compris que c'était des coups de feu. Il se retourne et crie en anglais aux autres « They are shooting », ils sont en train de tirer. Il est saisi par les visages des spectateurs qui sont bloqués dans la fosse et où lui ne peut rien faire, ne peut pas les aider.
Et en fait, ils ont réussi tous les deux, d'abord en se mettant sur le côté de la Seine et puis ensuite en s'enfuyant par derrière. Ils ont réussi à emprunter une des sorties de secours. Et ils ont été à la sortie pris en charge en quelque sorte par un garçon qui se prénomme Arthur. Il se trouve que c'est Arthur Desnouveaux qui est devenu président de l'une des associations de victimes, Life for Paris, et qui les a reconnus, qui les a mis dans un taxi, qui leur a donné 30 € et qui leur a dit d'aller au commissariat le plus proche. Et c'est dans ce commissariat qu'ils ont appris que 2 membres de leur équipe figuraient parmi les victimes. Mais Jesse Hughes l'a dit avec beaucoup d'émotion et il considère ce soir-là avoir perdu 90 amis. Le jeudi 19 mai, un policier mobilisé le soir du 13 novembre s'avance à la barre. Vincent, membre de la BAC de nuit à Paris, il fait partie des premiers policiers à intervenir dans le Bataclan pendant la tuerie. Timothée Boutry, cet homme, est entendu non pas comme témoin, mais comme partie civile. Dans la chronologie de cette attaque funeste au Bataclan, on sait que le premier policier qui intervient, c'est un commissaire de la BAC de nuit, qui est avec son équipier, qui sont les premiers à rentrer, qui vont tirer et abattre l'un des assaillants, qui va, dans le cadre de ce tir, déclencher sa ceinture explosive et mourir. Donc ça, on connaissait cette histoire-là. Mais ce qu'on savait moins, c'est que ce commissaire-là avait prévenu son équipe en leur disant « Rejoignez-moi, je suis au Bataclan ». Ils se retrouvent à République et puis finalement, ils sont allés vers le Bataclan. Et il dit, nous, on n'était pas vraiment formés, parce que certes, on est la BAC, mais on n'est pas une unité d'intervention sur ce genre de choses. Ils y sont allés, et il dit, on s'est retrouvés face à l'horreur, des corps agglutinés, figés, des flaques de sang. Et il dit, j'ai posé le genou à terre, et je me suis rendu compte que j'étais sur une victime. Donc tout ça le hante. Et en fait, ils ont évacué quantité de blessés, avec des civières improvisées, jusqu'à ce que la BRI intervienne pour l'assaut final. Vincent raconte qu'il est traumatisé par cette séquence et notamment par l'image d'une des victimes. Oui, il parle d'une jeune fille qui avait le visage complètement arraché. Il dit ça m'a fait plaisir parce que je l'ai revue à l'audience et elle était effectivement présente ce jour-là à la salle d'audience et elle a eu beaucoup d'opérations, mais il a vu qu'elle était déjà toujours en vie. Effectivement, c'est un homme qui reste très traumatisé. On l'a dit, il témoigne comme partie civile, donc il est victime de ces attentats. Il explique qu'il a fait une dépression, que son couple n'a pas survécu. Ce procès, lui aussi, comme d'autres victimes, ça va l'aider peut-être à tourner la page et à passer à autre chose. Mais en tout cas, il est resté policier. Il dit c'est mon métier, j'ai fait mon métier, j'ai encore cette passion pour ce métier-là. Le lundi 23 mai, le procès entre dans sa dernière ligne droite avec pour commencer, comme c'est toujours le cas aux assises, les plaidoiries des avocats des parties civiles. Elles sont 2600 à ce stade, représentées par 300 avocats. Pascal Aigret, pour éviter que chaque avocat vienne plaider un par un, il a fallu imaginer une autre manière de procéder. Ils se sont mis d'accord pour que certains ne plaident pas, que certains plaident pour les autres. Et pour ça, ils ont choisi des thématiques aussi diverses que la question de la solidarité, la question des victimes par ricochet, c'est-à-dire la place des proches dans le procès, ou encore la question des responsabilités de l'État. On ne peut pas raconter ici toutes les plaidoiries des parties civiles, mais pour donner un exemple, elles ont décidé, les 24 et 25 mai, de parler des instants avant et après les attentats. L'avant, c'est d'essayer de reconstituer le bonheur d'avant, où toutes ces personnes ont touché la mort du doigt. Et ils l'ont fait avec des cartographies, parce qu'ils se sont efforcés, ces avocats aussi, dans leur coordination, de resituer, par exemple, sur les terrasses des bars parisiens, où était ce groupe, par exemple, d'internes en médecine qui se sont retrouvés à faire des premiers secours, ou alors ce groupe de vendeurs d'écharpes au Stade de France. Et le lendemain, les avocats des parties civiles ont donc voulu parler de l'après, c'est-à-dire de toutes les blessures visibles, les blessures physiques, mais aussi les blessures invisibles, mais aussi de ceux qui sont restés dans l'ombre, comme l'a dit joliment l'une d'elles, c'est-à-dire toutes les victimes qui n'osent pas prendre la parole, qui sont les proches des endeuillés, les proches des victimes qui ont aussi supporté tout ça à travers le soutien qu'ils ont pu donner. Pascal Aigret, le mercredi 8 juin, la parole est à l'accusation pour les réquisitions. 3 magistrats qui représentent le parquet doivent, pendant 3 jours, exposer les faits et requérir une peine pour chacun des 20 accusés. C'est d'abord l'avocate générale Camille Hentier qui doit s'exprimer. D'abord, qui est-elle ?
Camille Hentier, à l'audience, elle est en robe rouge. Elle est l'ancienne chef de ce qu'on appelait la section C1 du parquet de Paris, c'est-à-dire le parquet antiterroriste avant la création du parquet national antiterroriste. Le soir des attentats, elle a été évidemment immédiatement informée. Elle est allée sur place au Petit Cambodge d'abord et ensuite au Bataclan avec le procureur de la République de l'époque, François Molins. Elle a vécu ce dossier dès la première minute et jusqu'à ce procès 6 ans et demi après. Camille Hentier se lève pour prendre la parole. Elle a ôté son masque. C'est une belle femme, brune, avec les cheveux mi-longs. Son visage est grave, elle est extrêmement concentrée quand elle commence à parler pour ce réquisitoire fleuve. Dans un silence total, elle commence par ces mots à la cour en forme d'interrogation. Quelles images, quelles paroles resteront ? Votre verdict, assurément. Elle parle aussi des noms des disparus qui ont été égrenés le 8 septembre. C'était un moment aussi très fort du début du procès. Dans ce moment-là, il y a un moment particulier où elle parle de la façon dont les récits des victimes ont offert une sorte de miroir inversé à l'idéologie djihadiste islamiste. Ce miroir inversé, elle le définit comme l'éloge de la vie face à la mort, la force du courage face à la lâcheté et en somme, l'humanité face à la barbarie. C'est un moment particulier parce qu'on sait qu'après, ils vont rentrer, elle puis les 2 autres avocats généraux, dans le dur qui est de reconstituer à partir de leur réquisitoire le puzzle des attaques et puis d'étayer ce qu'ils estiment être la culpabilité des accusés. Pendant son audition, le principal accusé, Salah Abdeslam, avait expliqué qu'il avait été intégré au commando terroriste au tout dernier moment. Timothée Boutry, que disent les avocats généraux à ce sujet ? L'accusation explique qu'il est impliqué en amont dans ces attaques, puisqu'on sait que Salah Abdeslam est allé chercher les futurs membres du commando en voiture à la fois en Allemagne et en Hongrie pour les ramener en Belgique. Et Camille Hentier dit « mais ça c'est une mission de confiance, on ne confie pas ça à n'importe qui ». Elle explique aussi qu'il a agi sous sa véritable identité pour louer les voitures, louer les caches en région parisienne. Ça, aux yeux de l'accusation, c'est la certitude qu'il va mourir. Donc pour eux, vraiment, il est un membre à part entière de cette cellule, il a agi de manière opérationnelle très active, il a contribué à ces attaques et ne nous servait pas cette idée d'un terroriste comme ça tombé du ciel au dernier moment. Pascal Aigret, le vendredi, au 3e et dernier jour de la séquence des réquisitions, les avocats généraux annoncent les peines requises. Pour les accusés absents, ceux qui sont jugés par défaut, il y a 5 peines de perpétuité requises. Pour les présents, 5 peines de perpétuité également. Et pour les autres, on va de peines qui vont de 5 ans de prison sans mandat de dépôt à une peine de réclusion de 30 ans. Timothée Boutry, quelle est la peine demandée pour Salah Abdeslam ? Alors sans surprise, c'est la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible, en fait, c'est-à-dire que c'est la prison à vie. C'est la peine évidemment la plus grave prévue par le code pénal. Elle a été extrêmement peu prononcée. Elle vise notamment des psychopathes, des délinquants sexuels ou quand on s'attaque à des enfants. Le parquet dit c'est à la hauteur du crime et ils disent est-ce que en gros Salah Abdeslam peut revenir parmi nous et est-ce qu'il est récupérable, et en gros on ne le croit pas, et c'est ça aussi qui justifie une peine aussi sévère aux yeux de l'accusation. Les plaidoiries de la défense démarrent le lundi 13 juin avec les avocats de 2 accusés belges, Hamza Atou qui est allé chercher Salah Abdeslam à Paris et Ali Oulkadi qui l'a assisté au lendemain des attaques. Tous les 2 ont dit qu'ils ignoraient tout du rôle de Salah Abdeslam le soir du 13 novembre. Timothée Boutry, ils font partie des 3 accusés avec Abdelachoua qui comparaissent libres à ce procès. L'une des avocates souligne qu'ils ont créé des liens au fil du temps avec les parties civiles. En fait, on apprend que l'un d'entre eux avait d'abord loué un cabanon de jardin dans une maison à Saint-Denis, qu'il a été rejoint par un autre parce que ça coûtait un petit peu cher de payer l'hôtel ou de vivre chez une proche qui habitait assez loin du palais de justice, et que parfois le troisième allait les rejoindre le soir pour discuter et un peu refaire l'audience. Et donc, ils ont vécu comme ça un peu en vase clos, puisqu'ils sont belges, ils revenaient en Belgique le week-end, mais pendant toute la semaine, ils étaient logés en région parisienne. On les a vus évoluer, ces 3 personnes, Ali Oulkadi, Hamza Atou et Abdelachoua, évidemment tétanisés au départ, encadrés par des forces de l'ordre. Et puis progressivement, ils sont commencés à sortir, pendant les pauses, à aller sur les marches du palais de justice, à fumer une cigarette, entourés de leurs avocats. Et puis,
C'est 10 mois qui se sont écoulés, une société qui s'est un petit peu recréée, puis des parties civiles se sont approchées. On a vu qu'il y avait eu des échanges de plus en plus réguliers, jusqu'à ce que Marie Dosé, donc l'avocate d'Ali Olkadi, raconte qu'un soir, des parties civiles les ont emmenés tous les trois devant la façade du Bataclan, ce théâtre de l'horreur, comme elle dit, et que voilà, c'est la première fois qu'ils découvraient, parce qu'ils sont belges et eux, ils ne sont pas du tout impliqués dans ce volet-là, puisque on est plutôt dans le volet fuite de Salah Abdeslam. C'est un moment qui a été extrêmement fort. Elle dit que ça fait partie des ponts que cette audience aura créés, des moments d'humanité que cette audience aura créés. Cette histoire-là fait aussi partie de l'histoire des attentats, en fait. Le jeudi 23 juin, 2 avocats défendent le deuxième accusé le plus important de ce procès, Mohamed Abrini, celui qui a renoncé à déclencher sa ceinture à explosifs à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et qui aurait, toujours selon lui, refusé de participer aux attentats du 13 novembre. Alors Mohamed Abrini, c'est celui qu'on connaît sous le nom de l'homme au chapeau, puisque lors des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, il est capté par les images avec le bob sur la tête, il promène sa valise chargée d'explosifs et finalement il va fuir et la valise n'explosera pas, contrairement à celle de ses complices. Lui, il est jugé parce que c'est un très très proche de Salah Abdeslam, qu'il a participé en amont à la location des voitures, à la location des planques, et ce qu'il explique, c'est qu'il était prévu pour le 13 et que finalement au dernier moment il a renoncé et il est parti comme un voleur, et c'est vrai que ça a semé une certaine zizanie. Que dit sa défense ? Sa défense dit non mais attendez, vous réclamez une peine extrêmement lourde de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans, c'est totalement démesuré, c'est beaucoup trop lourd. Maître Violo a des mots extrêmement forts aussi sur ce que signifie la perpétuité. Elle plaide même contre cette peine de perpétuité, elle dit voilà, c'est rajouter des barreaux au ciel, c'est voilà une peine déshumanisante. Son autre avocat, Stanislas Eskenazi, qui est en fait un Belge qui a grandi dans le quartier de Molenbeek, et lui il nous fait revivre un peu cette ambiance. Il raconte un climat où il y a la télé allumée sur les chaînes d'infos en continu arabe, et qu'on va être abreuvé d'informations sur l'Occident, une vision binaire de la société, et que tout ça c'est un climat. Il dit, je vous dis pas qu'il a été radicalisé par la TV comme il dit, mais quand même il faut comprendre le contexte dans lequel Mohamed Abrini et d'autres ont baigné. On ne peut pas évoquer ici toutes les plaidoiries de cette audience, mais globalement, les avocats ont joué à plein leur rôle de défense. Alors il y a certains qui ont plaidé des acquittements pour des accusés un peu moins impliqués. Ils l'ont fait avec vraiment beaucoup de talent. Et d'autres, pour des accusés plus impliqués, ont plaidé vraiment le dossier, parce que c'est des avocats qui connaissaient extrêmement bien le dossier, et ils ont plaidé des notions juridiques complexes de requalification, c'est-à-dire jusqu'où va l'association de malfaiteurs terroristes, d'autres qui sont poursuivis en complicité et qui contestent la complicité d'assassinat et qui disent certes ils sont impliqués mais pas jusque-là. Et ça vraiment, ça a été très pointu. C'est un moment important de cette audience puisque la défense a eu toute sa place. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense ont aussi beaucoup insisté sur la personnalité de leurs clients, ce qui était une façon de signifier que chacun de ces hommes ne pouvait pas être juste fondu dans un tout un et indivisible, comme juste un maillon de la chaîne qui a conduit aux attentats. Pascal Aigret, on en arrive au dernier jour des plaidoiries de la défense avec celle des 2 avocats de Salah Abdeslam. À cette occasion, la salle d'audience se remplit à nouveau le vendredi 24 juin. Tout le monde est très concentré sur ce qu'ils vont dire. Eux sont extrêmement stressés. Martin Vett tremble même au début de sa plaidoirie. Avec Olivia Ronen, on va avoir une plaidoirie plus offensive, très batailleuse, très vibrante aussi. Pour Maître Ronen, la peine demandée par le parquet, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, est extrêmement sévère. Elle parle de réquisitions démesurées. Elle est extrêmement offensive à l'encontre de ces réquisitions en parlant d'une torture blanche, une peine de mort lente en quelque sorte. Elle dit « Ces 10 mois de procès n'auront-ils servi à rien ? Seriez-vous cynique et nihiliste ? Vous étiez où depuis septembre ?» Ce qu'elle veut dire par là, c'est que le parquet n'aurait pas vu l'armure se fendiller, c'est-à-dire Salah Abdeslam faire l'effort de sortir de cette posture de combattant de l'État islamique qu'il a proclamé au début du procès, pour laisser entrevoir plutôt ce qu'il était avant, le petit gars de Molenbeek, que tout le monde décrit comme un gars gentil qui va au casino jouer et qui boit des coups avec ses copains dans des cafés. Elle cite beaucoup les experts psychiatres qui ont parlé de ça et de cette oscillation entre cette posture de combattant et
ce qu'il a d'humanité. Et vraiment, c'est une plaidoirie qui veut dire à la cour, regardez Salah Abdeslam, ne le considérez pas comme un être irrécupérable en le condamnant à la prison à vie, comme un fanatique déshumanisé, mais comme quelqu'un qui a une possibilité d'évolution, et donc ne lui infligez pas la perpétuité incompressible. Timothée Boutry, quelle est la thèse défendue par les avocats d'Abdeslam sur le fond de l'affaire ? Déjà, ils reprennent à leur compte, évidemment, la version qui a été avancée par leur client à l'audience, à savoir que Salah Abdeslam nous a expliqué qu'après avoir déposé les 3 kamikazes du Stade de France, il s'est garé et qu'il est allé dans ce bar du 18e arrondissement, qu'il a commandé une boisson et qu'il a vu des jeunes en train de danser et qu'il a renoncé par humanité, ça c'est ce qu'il avait dit lors de l'audience. Et donc ses avocats disent « mais pourquoi douteriez-vous de cette version ? Voilà, il n'y a pas de raison que vous n'endossiez pas cette version. Le parquet a dit « nous sommes convaincus que sa ceinture était défectueuse et qu'il a bien tenté de commettre une attaque » et sa défense dit il a renoncé volontairement à ne pas déclencher cette ceinture. Donc voilà, eux, ils vont vraiment aller à rebours de ce que soutient l'accusation. Et ils vont également développer une argumentation très juridique sur la qualification des faits, puisque toutes ces attaques, que ce soit le Stade de France, les terrasses, le Bataclan, mais aussi le projet à Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam, sont considérées comme une seule et même scène de crime pour le parquet. Donc à partir du moment où on est engagé dans l'une de ces attaques, on est co-auteur de toutes les autres. Salah Abdeslam est poursuivi au titre de la coaction de toutes les scènes de crime. Et la défense de Salah Abdeslam dit, pour le Stade de France, ok, on accepte. Il a convoyé les 3 kamikazes, il les a déposés en voiture, qui vont se faire sauter. Là-dessus, on ne conteste pas. En revanche, d'où peut-il être considéré comme le complice des attentats sur les terrasses et sur le Bataclan ? Et ça a son importance juridique, puisque si Salah Abdeslam encourt la prison à vie, la perpétuité incompressible, c'est parce qu'on vise des tentatives de meurtre sur les policiers, les forces de l'ordre au Bataclan, en fait, puisqu'on considère que les assaillants tiraient sur les forces de l'ordre. Et donc la défense dit, en gros, vous ne pouvez pas le considérer comme le co-auteur du Bataclan. En creux, ça veut dire que vous ne pouvez pas le condamner à cette peine maximale. Donc il y a vraiment un argument juridique aussi qui sous-tend ces plaidoiries très maîtrisées de Martin Vett et Olivier Ronen. En quelques mots, Timothée Boutry, qu'est-ce que vous avez retenu de cette séquence des plaidoiries ? Je crois vraiment que de l'avis général, les plaidoiries de la défense ont été excellentes. Alors, un peu inégales, certes, évidemment, mais dans leur très grande majorité, de très grande qualité. C'était vraiment des plaidoiries maîtrisées, documentées, argumentées, et vraiment un grand sentiment de professionnalisme qui se dégageait. Et on l'a suffisamment dit que ce procès, voilà, c'est une réponse à la barbarie, c'est le droit contre la barbarie. Et là, cette phase des plaidoiries de la défense, elle illustre à merveille ce concept et ce qu'on a vécu pendant ces 10 mois. Timothée Boutry, les débats de ce procès s'achèvent le lundi 27 juin. Avant que la Cour ne se retire pour délibérer, le président Jean-Louis Périès donne une dernière fois la parole aux accusés. Oui, la salle est une nouvelle fois comble pour ce qui est traditionnellement la fin d'un procès d'assises. Beaucoup de solennité, beaucoup de gravité. Ce sont d'abord les accusés libres qui prennent la parole et ils sont extrêmement émouvants. Ils sont le souffle court. Ils racontent à quel point ils ont été marqués par cette audience, à quel point ils ont eu honte de le dire à leurs enfants. Vraiment, on va sentir une émotion très très forte qui va se dégager. Même le président Périès est ému à ce moment-là. Ce qui ressort, c'est un mot pour les parties civiles quasiment à chaque fois. Certains qui vont à nouveau protester de leur innocence, d'autres qui vont exprimer des regrets. Et puis il y aura aussi beaucoup de remerciements à leurs avocats. Donc c'est quand même un moment, là encore, un moment assez fort de cette audience. Pascal Aigret, Salah Abdeslam prend la parole en dernier. Il a un drôle de gilet matelassé, un peu grisâtre, verdâtre, et le visage extrêmement concentré. Et il commence avec ces mots, c'est avec l'épée du parquet sur le cou que je m'adresse à vous. En fait, il rappelle qu'il est rentré en prison à 26 ans. Il reconnaît qu'il a fait des erreurs, c'est vrai, mais il le clame vraiment fortement, mais je ne suis pas un assassin. Et il regarde la cour et il dit « Et si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice ». Donc il n'est plus le Salah Abdeslam dans la proclamation des débuts, ce combattant de l'État islamique, cet homme qui parle de la charia. Il est le Abdeslam qui veut être celui qui a fendu l'armure et qui proclame qu'il n'a pas de sang sur les mains.
Le mercredi 29 juin, en fin d'après-midi, le palais de justice sur l'île de la Cité à Paris se remplit à nouveau dans l'attente du verdict. La fin d'un procès d'exception, 10 mois de débat, 148 jours d'audience. Les 9 juges de la Cour d'assises spéciale de Paris ont délibéré pendant 3 jours dans un huis clos total. À 20h10, le président Jean-Louis Périès commence la lecture du verdict. Timothée Boutry, tous les accusés sont déclarés coupables. Oui, d'emblée, Jean-Louis Périès qui expédie en fait ce verdict puisqu'il lit très vite, il dit qu'il va en donner juste un résumé et il explique que la Cour a répondu oui à toutes les questions, sauf une qui concerne Farid Karkash qui est reconnu coupable mais pas pour les qualifications terroristes pour lesquelles il était poursuivi. Et donc on sait tout de suite qu'il n'y aura aucun acquittement. Au niveau des peines, est-ce que la Cour a suivi toutes les réquisitions du parquet ? Non, en fait, on va mettre de côté le cas des 6 accusés qui étaient jugés par défaut, puisque présumés morts ou emprisonnés en Turquie pour l'un d'entre eux. Pour les 14 accusés présents qui ont comparu depuis le 8 septembre dernier, la Cour a suivi 3 réquisitions, celle pour les têtes d'affiche, si je puis dire, Salah Abdeslam, Mohamed Abrini. Pour un autre accusé, Mohamed Amri, qui était accusé d'avoir convoyé Salah Abdeslam. En revanche, pour les 11 autres accusés, elles sont baissées, les peines. La différence est un peu plus importante pour 2 d'entre eux. Ali El Haddad Soufi, il y avait eu 16 ans de prison qui a été requis, il a été condamné à 10, et Farid Karkash, qui a été condamné qu'à 2 ans de prison. Salah Abdeslam est condamné à la peine maximale. Salah Abdeslam a été condamné à la peine la plus importante du code pénal, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, c'est-à-dire l'enfermement à vie. Donc Salah Abdeslam est condamné en tant que co-auteur de toutes ces attaques. La Cour a expliqué que, à ses yeux, son engagement au sein de la cellule était ancien et aussi la Cour constate que son gilet explosif était dysfonctionnel et donc elle doute très largement de la thèse d'un renoncement volontaire. Elle dit que la question se pose mais qu'eux-mêmes ont des doutes. Donc ça, c'est ça qui fonde le verdict de la Cour d'assises et qui fonde la sanction maximale qu'ils ont prononcée. Et les avocats de chacun des accusés disposent d'un délai de 10 jours pour faire appel. L'audience est levée à 21h, le procès s'achève. Timothée Boutry, que se passe-t-il ensuite ? Il n'y a pas de réaction particulière, il n'y a eu aucun mouvement, aucune expression dans la salle, rien du tout, aucun cri. Alors il y a les présidents des associations qui répondent aux médias, qui soulignent dans l'ensemble que c'est un verdict équilibré. Et ce qui est très marquant, c'est l'attitude des 3 accusés qui ont comparu libres, qui viennent d'apprendre qu'ils ne retourneraient pas derrière les barreaux. Ils sont condamnés, mais à des peines assorties de sursis qui font qu'ils ne seront pas réincarcérés. Même le président leur a dit. Et là, on voit Ali Oulkadi qui est vraiment bouleversé, tout sourire, qui rencontre les parties civiles, qui l'enlacent, qui l'étreignent, parce qu'on sait qu'il y a un lien qui s'était noué. C'est le cas aussi d'un autre accusé, Abdelachoua, qui lui aussi avait très peur de retourner en prison et qui est pareil félicité, si je puis dire, par des parties civiles. Alors vous savez qu'il y a un bar qui se situe en face du palais de justice qui s'appelle les Deux Palais et qui est traditionnellement l'endroit où un peu toute la communauté judiciaire se retrouve, et là encore plus après un verdict comme celui-ci. Et en fait là tout le monde a déferlé, si je puis dire, sur ce bar, sur l'île de la Cité, et donc jusqu'à tard dans la nuit, on a vu beaucoup de parties civiles, des journalistes, des avocats, de la défense, des parties civiles, et même les 3 accusés libres qui sont venus, et les avocats généraux également. Et en fait, il y a toute une communauté qui s'est retrouvée à échanger, à refaire un peu le procès. Il y a eu des grands moments d'humanité. Il faut évidemment pas oublier toutes les parties civiles qui ont vécu ce procès seules, parce qu'elles n'habitent pas à Paris ou qu'elles n'ont pas pu venir, ou qui l'ont suivi via la web radio. Et cette fête, si on peut l'appeler ainsi, ce moment de partage, c'est quand même un très beau symbole et une très bonne réponse à la barbarie de ces attentats. Et que tout ça s'achève dans une ambiance de communauté fraternelle, c'est quand même la meilleure réponse.
Merci Timothée Boutry et merci Pascal Aigret. Je rappelle que l'intégralité de vos comptes rendus d'audience sont à retrouver sur leparisien.fr et vous pouvez réécouter tous les autres épisodes de Code Source consacrés à ce procès sur leparisien.fr et toutes les plateformes d'écoute. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Lola Sotti et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. N'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr.